établi, c'est super. Super. Donc, l'Ayurveda vient d'Inde. Il a été, les premiers textes que nous avons datent d'il y a à peu près 5000 ans. Et ça a été vraiment introduit en Occident depuis une trentaine d'années grâce à un médecin américain qui s'appelle le docteur Frawley, qui parle sanskrit et qui a traduit des textes et fait des livres sur l'Ayurveda. Et c'est comme ça que nous avons la chance maintenant, en tant qu'occidental, à avoir accès à l'Ayurveda. C'était un médecin de la médecine traditionnelle occidentale à la Au base départ, oui, voilà. et qui s'est formé qui s'est aussi. formé, qui parlait hindi et sanskrit. Sur l'Ayurveda. Et c'est comme ça. Et donc il a traduit les textes les plus importants. Il a fait des manuels. Et du coup, nous, en tant qu'occidental, maintenant, nous avons. Et puis bon, maintenant, il y a d'autres écoles qui sont formées. Mais vraiment, le docteur Frawley, c'est une référence en Ayurveda. D'accord, donc c'est lui qui a apporté la médecine ayurvédique Voilà. ici en Occident. Oui. Entendu. Alors du coup, ils n'ont pas forcément entendu ton histoire, donc comment tu es devenue praticienne en Ayurveda? Alors moi, je suis Une praticienne révélation. en Ayurveda car j'habitais en Inde pendant plusieurs années. J'ai accouché en Inde de ma deuxième fille. Et donc, il y a à peu près 16 ans maintenant, j'ai été modèle pour une amie qui faisait une formation pour être praticienne corporelle, donc faire des massages en Ayurveda. Donc, ils avaient besoin de modèles et elle m'a demandé si je voulais être son cobaye, en gros. Et bien sûr, j'ai accepté parce que j'adore les massages. Et là, c'est vrai que j'ai été complètement étonnée par les bienfaits que le massage m'a apporté. Du coup, moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda et suivre des formations. Et donc, du coup, au départ, j'étais thérapeute corporelle, je faisais des massages, et après, je suis devenue conseillère consultante, c'est-à-dire que je reçois les personnes en consultation. D'accord. Et ces personnes, comment elles arrivent à toi? Est-ce que c'est des praticiens qui les y amènent ou est-ce que c'est des personnes qui s'y connaissent déjà? Bah, souvent, c'est vrai que il y a quand même des touristes qui arrivent, mais souvent, c'est quand même des personnes qui sont attirées ou qui connaissent les thérapies holistiques. Donc, il y a d'autres praticiens. Je travaille avec d'autres praticiens avec qui nous collaborons. Il y a évidemment le site Médoucine qui est super, qui est très très bien structuré, organisé. Et les personnes arrivent chez moi souvent. Certaines personnes viennent parce qu'ils ont besoin d'avoir une hygiène de vie adaptée à leurs besoins. D'autres viennent parce qu'ils ont des choses à soigner. Puis il y a des personnes qui viennent juste pour faire des massages. Et puis suite au massage, ils commencent à prendre rendez-vous. Enfin, il y a à peu près de tout. D'accord. Donc ça peut être aussi un outil de prévention. Oui, évidemment. Pour moi, l'idéal, ce serait que ça soit un outil de prévention. Parce qu'en cas de crise aiguë, c'est vrai que c'est pas la même chose. Si on est vraiment très très malade, on a 42 fièvres, les bronches qui sont prises, bah, je vaut mieux aller voir un médecin. On va voir un généraliste Oui, d'abord évidemment. et Mais c'est vrai que quand il y a des choses qui traînent depuis des années, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, souvent, c'est parce que l'hygiène de vie n'est pas adaptée. d'accord. Donc Et, l'hygiène de vie, c'est quoi? C'est alors, l'hygiène de vie, l'alimentation, c'est le sommeil? l'alimentation, le sommeil, les activités physiques que nous faisons, c'est la façon Les de pensées penser, aussi? oui, voilà, la Ouais. façon de penser, les respirations, les exercices de respiration, les pranayama, donc en yoga, parce que je suis aussi enseignante de yoga. Il y a vraiment un tout. Et c'est vrai que il y a souvent les personnes, ils sont pas tout le temps, mais souvent, on est attiré par des choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Donc c'est ce que je voulais qu'on parle justement. L'Ayurveda, en fait, la base de l'Ayurveda est on travaille sur les 5 grands éléments. Alors, qu'est-ce que c'est que les 5 grands éléments? C'est le feu, l'eau, la terre, le feu, air, terre, éther L'eau. et l'eau. Merci. Donc, nous naissons tous, nous avons tous ces 5 éléments en nous. Dans le Samkhya, qui est la philosophie base de l'Ayurveda, qui n'est pas une religion mais une philosophie, c'est des textes qui datent depuis très longtemps en fait, ils disent que nous avons ces 5 éléments, ils sont à un niveau universel. C'est-à-dire que partout dans l'univers, ces 5 éléments existent.
On va parler de la planète Terre et de nous, les terriens. Donc, ces 5 éléments en tant que terrienne ou en tant que plante ou tout ce qu'il y a sur la planète Terre qui est vivant, nous sommes tous constitués de ces 5 grands éléments. Quand nous naissons forcément avec ces 5 éléments, mais souvent, il y a 1 ou 2 ou 3 éléments qui sont prédominants chez nous. Alors, on va prendre un exemple que quelqu'un va naître, donc elle a les 5 éléments, mais cette personne a plus de feu que de terre. Donc, souvent, c'est des personnes qui sont assez, qui aiment tout ce qui est un peu extrême. C'est des personnes qui comprennent très vite, qui sont très vifs. Et ces personnes-là, justement, ils sont souvent attirés par ce qui va augmenter le feu chez eux. Parce que pour équilibrer leur feu, il faudrait par exemple, ils ne devraient pas faire des sports trop extrêmes, mais ils vont être attirés par des sports extrêmes parce que ils se sentent à l'aise, puisque c'est quelque chose qu'ils connaissent. C'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie en elles. Est-ce que c'est en lien avec l'énergie? Est-ce que ce sont des Non, personnes qui sont hyperactives ou ça n'a rien à voir? Oui, hyperactif, on pourrait dire, mais c'est pas une question d'énergie. Je pense que quelqu'un qui a de la terre aura aussi beaucoup d'énergie, mais ça sera une autre façon de gérer l'énergie chez cette personne. Donc c'est comment elle s'exprime? Est-ce qu'elle va vers l'extérieur ou vers Oui, l'intérieur? il va plus vers l'extérieur et ils veulent tout le temps être en activité, faire des choses. Mais bon, ils peuvent être fatigués très très rapidement aussi. Hein. Ça, c'est parce qu'ils en font trop justement. Parce qu'ils ont l'énergie, peut-être qu'ils croient avoir l'énergie, mais à un moment donné, le corps dit non. Et souvent, ces personnes-là veulent faire justement des sports assez intenses. S'ils font du yoga, c'est du yoga intense parce qu'il y a plusieurs sortes de yoga. Et justement, ces personnes, pour justement équilibrer le feu qui est en excès, on va dire, chez cette personne, ils devraient justement faire des sports qui calment le jeu ou manger des aliments qui calment cet élément. Et souvent, ce qui se passe, c'est on va être attiré par ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous qui est déjà élevé. Et on dit en Ayurveda que le même augmente le même. Donc c'est cette attitude qui va amener à être dans l'excès et du coup être amené à aller voir un thérapeute parce que ça va mal dans le sommeil, voilà ce que j'allais dire. Le stress. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont l'impression justement quand ils dorment, ils perdent du temps, par exemple. Du coup, c'est un cercle vicieux. Comme ils ont l'impression qu'ils perdent du temps quand ils dorment de moins en moins bien, etc. Mais c'est pas que ça. Hein. Il y a d'autres. C'est pas que les personnes qui ont plus de feu que d'autres. Il y a des personnes aussi qui ont trop d'air qui vont commencer à moins dormir. Donc c'est tous les éléments, s'ils sont en excès, va apporter un déséquilibre. Ce qu'il faut, c'est que ces 5 éléments soient équilibrés dans le corps humain. Même si moi, Shadi, par exemple, j'ai plus d'air, il faut que je fasse de sorte que j'ai une hygiène de vie pour que l'air que j'ai en trop, il ne devienne pas en excès. D'accord. Alors, du coup, on a une question, c'est comment on peut savoir quel est l'élément qui nous constitue en priorité, on va dire, en majorité. Comment on connaît notre constitution? En C'est gros, ça. c'est ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que souvent, comme la plupart des personnes, nous sommes assez déséquilibrés. C'est vrai que quand une personne vient me voir en consultation, c'est ce que je dis en premier. Hein, je dis, voilà, je vais faire de mon mieux de trouver votre constitution de naissance parce que le déséquilibre installé depuis si longtemps que parfois ce déséquilibre est devenu la constitution de la personne. Une façon de vivre. Voilà. Par exemple, on va toujours prendre la personne qui a plus de feu. C'est des feux et eau, les personnes dont le feu et eau est pas en excès, mais prédominant, merci. On les appelle la constitution Pitta. Mm-hmm. On va prendre toujours cet exemple parce que c'est facile à gérer. Un enfant qui est né Pitta, c'est-à-dire que le feu et l'eau est prédominant. Mais cet enfant est dans une famille qui ne laisse pas cet enfant s'exprimer. À chaque fois qu'elle veut exprimer ses émotions, on lui dit de se taire. Cet enfant est dans une école très très rigide. Est-ce que les enfants justement ont cette prédominance parce qu'on voit souvent qu'ils sont plus expressifs, plus énergiques. Oui, exactement. Parce qu'on est en fait, c'est notre constitution, elle est là à notre naissance. De base. Elle est là à notre naissance. Donc cet enfant qui a plus de feu, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'être qui il est, eh ben on va commencer à le brimer.
Et du coup, à l'âge adulte, bah, le feu, il sera limite plus présent chez cette personne. Il sera complètement éteint. Et on aura l'impression que cette personne n'a pas trop de feu. Or, souvent, ça m'arrive, des personnes qui me disent, oh, mais moi, je n'ai pas trop de feu, ma femme en a plus que moi. Et en fait, quand on fait la consultation, et bon, évidemment, la consultation, c'est questionnement, prise de pouls, la langue. Bah, vous allez nous dire justement comment se passe après le oui, déroulement voilà. d'une Donc, ça consultation. dure quand même une heure et demie. Hein. Ça dure assez longtemps. Eh bien, je vois, par exemple, je vois très bien que ce monsieur, par exemple, il est prédominant feu, pitta. Et pourtant, il est persuadé que non. Parce que quand on remonte à l'enfance, quand on remonte à avant, on voit que bah, le déséquilibre s'est installé il y a quand même un bout de temps. Donc le déséquilibre peut s'installer par l'éducation, l'environnement, l'alimentation aussi. L'alimentation, bien sûr, la façon de penser, la façon... il y a plein de... D'accord. Les idéaux aussi qu'on s'impose. On a des idéaux, on se dit croyances. que notre façon de faire n'est pas forcément la bonne. Oui. Et alors du coup, quand on arrive chez vous, comment se déroule une consultation? Alors quand on arrive chez moi, et donc c'est un question. Au départ, on commence avec un. Déjà, j'explique un peu. Je demande à la personne si la personne connaît l'Ayurveda, parce que si la personne ne connaît pas, quand même, j'explique un minimum. On commence par un questionnement. Et après, on appelle ça observation touchée. Donc, j'observe la personne, et j'observe la langue, la prise de pouls. Parce que la prise de pouls va vous montrer quoi? Souvent, la prise de pouls me confirme la constitution que j'ai commencé à détecter. Si j'ai détecté quelqu'un qui a une constitution pitta et que la prise de pouls, vraiment, c'est un pouls vata. Vata, c'est quelqu'un qui a plus d'air prédominant air. Eh bien là, je vois que je me suis trompée. La prise de pouls, c'est vraiment pour me confirmer. D'accord. Et alors la langue, c'est pourquoi? C'est la même chose? La langue, la forme de la langue m'aide pour la constitution, mais ce que je vois sur la langue, d'ailleurs je dis aux personnes quand ils viennent de ne pas boire de café, de ne rien manger qui puisse colorer la langue, ce que je vois sur la langue va m'aider à déterminer si la personne a des toxines ou pas. D'accord. Ou d'autres choses, où la personne arrive à assimiler tout ce qui est micronutriments. Enfin, je vois beaucoup de choses sur la langue. C'est très important. D'accord. Parce qu'il peut y avoir des problèmes digestifs. Là, je vois ça sur la langue. Oui. D'accord. C'est pour ça que les personnes, quand j'envoie toujours un email avant, demandant aux gens, s'il vous plaît, buvez pas de café avant de venir, mangez pas des bonbons, des choses qui peuvent colorer la langue. Que ça soit le plus neutre possible, que je puisse voir la langue. D'accord. Ouais. Alors, on a deux questions. La première, c'est est-ce que l'Ayurveda peut traiter les troubles du sommeil? Oui. Et comment? Ça aide beaucoup les troubles de sommeil. Alors déjà, bon, évidemment par l'hygiène de vie, les formules de plantes et bien sûr les massages, le massage ayurvédique pour ça, qui est l'Abhyanga, qui est vraiment le massage. Bon, on traite pas les troubles de sommeil, hein, par contre, ça c'est, on travaille pas comme ça. Nous, on équilibre les doshas. Oui, vous soulagez en fait, parce que au final, les troubles du sommeil sont liés forcément à quelque chose d'externe. Voilà, c'est un déséquilibre on va dire, c'est plutôt un déséquilibre énergétique qui est dans le corps ou dans l'esprit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de sorte de rééquilibrer ces énergies à l'intérieur du corps. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc, moi, je vais pas, parce que quand on dit trouble de sommeil, c'est un symptôme, en fait. Bien évidemment, la personne est là parce qu'elle a des troubles de sommeil, mais ce qu'on va apporter à la personne, c'est un équilibre énergétique dans son être. Et les massages ayurvédiques, donc l'Abhyanga, c'est vraiment le massage idéal pour aider les personnes à rééquilibrer l'élément air, qui est très important, bien sûr, parce que c'est tous les mouvements qu'on a dans notre corps. C'est grâce à l'élément air. Là, je suis en train de parler, donc s'il y a du mouvement, c'est l'élément air qui est en train de faire ça. D'accord? C'est Vata, le dosha Vata, qui est air et éther, qui fait que de sorte que je parle. D'accord? Tous les mouvements que j'ai dans mon corps, c'est pareil, le dosha Vata, air, éther. À chaque fois que je pense, parce que c'est un mouvement, les pensées, ça aussi, c'est le dosha Vata, air, éther. Donc, parfois justement cet élément, ce dosha est déséquilibré, il est en excès. Donc ça peut avoir comme conséquence des troubles de sommeil, l'insomnie. D'accord, donc c'est en déterminant quel élément de la constitution
est déséquilibré en quelque sorte, et en le rééquilibrant, vous allez pouvoir traiter exactement. Voilà. le Par trouble contre, du sommeil. une autre personne qui peut avoir des troubles de sommeil, par contre, ça peut être parce que c'est plutôt pitta, donc le feu qui est déséquilibré. C'est quelqu'un qui a trop de colère, par exemple. C'est des exemples. Hein. D'accord. Et est-ce que rien du coup, figé, hein. selon cette détermination, enfin, ce que vous avez trouvé, vous allez pratiquer un outil plus qu'un autre. Ce sera un massage exactement, ou autre chose. On va, voilà. Mais par contre, pour vraiment, pour tout ce qui est en trouble de sommeil, c'est souvent les massages ayurvédiques qui fonctionnent bien. Plus, évidemment, si la personne elle boit 5 cafés par jour, elle peut se faire des massages, Oui. Elle aura quand même des troubles de sommeil. C'est-à-dire l'hygiène de vie, comme j'ai dit, hein, je dis de nouveau, en premier, c'est le mental, après l'hygiène de vie, oui, c'est une approche holistique. Mais c'est vrai que les massages, en ce qui concerne les troubles de sommeil et le stress en général, ça fonctionne très très bien. D'accord. Oui, oui. Alors, on a une autre question, c'est est-ce que les transferts d'énergie et l'Ayurveda sont compatibles? Les transferts d'énergie, oui. C'est-à-dire c'est-à-dire tout ce qui est... Bah, justement, si c'est possible de préciser, donc qu'est-ce que vous entendez par transfert d'énergie? Parce qu'effectivement, il y a une branche de l'Ayurveda qui peut être des pranathérapies, c'est-à-dire que c'est pas des massages, c'est des soins où je pense que c'est ça que la personne veut dire, où on travaille sur les chakras. Et là, on scanne la personne d'abord et on voit à quel chakra il y a une déficience ou un excès. Et effectivement, là, on peut travailler sur le prana. Le prana, je vais dire ce que c'est l'énergie universelle. C'est l'énergie avec un grand E. Et qui n'appartient à personne, qui appartient à tout le monde. Parce que c'est universel. Donc, le transfert d'énergie, ça peut être un peu comme, je pense que ça doit être ça. C'est un peu comme le Reiki, mais le Reiki, il y a un toucher direct, alors que le pranathérapie, on ne touche pas la personne. C'est un peu plus élevé. Voilà, moi je suis pas maître en Reiki, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus, même si j'ai été formée, mais je suis pas maître. Mais je sais qu'en Reiki, déjà il y a des symbolistes qui sont là, et en plus on pose la main sur le corps. Alors qu'en pranathérapie, c'est vrai que c'est des transferts d'énergie universelle, de prana, et on travaille sur différents chakras, sur le vent du corps et sur l'arrière du corps. D'accord. Voilà. Alors, on a une femme qui demande, on ne sait jamais, si on peut faire quelque chose pour tomber enceinte avec l'Ayurveda. Est-ce que du coup l'hygiène de vie aussi va agir Oui, alors il y a déjà l'hygiène de vie, bien sûr, et il y a aussi les plantes que nous appelons en Ayurveda les rasayana. Et c'est des plantes alors c'est souvent des plantes qui viennent d'Inde. On a parfois l'équivalent en Occident. Tant qu'on peut travailler avec les équivalents en Occident, on travaille avec les équivalents, mais il y a certaines plantes qu'on trouve qu'en Inde. Et c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui sont des plantes indiennes, qu'on appelle des rasayana, et qui sont comme des régénérants cellulaires. Et souvent pour des problèmes de fertilité là dans ce cas, oui, ou pas forcément, ça peut être aussi encore une fois mental. Oui, alors c'est pareil, là on parle de chakra, c'est-à-dire qu'on va faire de sorte que l'énergie vitale, l'énergie la plus importante qui est dans le corps soit rééquilibrée. Optimale. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui fonctionnent bien. Et évidemment l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, d'accord. J'insiste. Est-ce que le café est à proscrire dans la philosophie ayurvédique et ça dépend des pour un bien-être non. Moi, j'ai mon avis propre par rapport au café, et puis il y a aussi par rapport à l'Ayurveda. Donc, par rapport à l'Ayurveda, ça dépend des constitutions. D'accord? Mon avis personnel, il faut vraiment faire attention au café parce que c'est très fort. C'est vraiment quelque chose de très fort et c'est pas quelque chose de neutre, à savoir. Mais on va parler, là où je suis là par rapport à l'Ayurveda, bien sûr, en Ayurveda, les personnes qui ont une prédominance terre et eau, ils peuvent se permettre un petit peu de café de temps en temps. Parce que c'est des personnes qui sont, ils ont plus de terre et d'eau, donc ils sont un peu plus denses. Donc un peu de café, ça peut les aider. Un petit peu de café, ça ne veut pas dire 4-5 cafés par jour. De toute façon, c'est inouï de boire 4-5 cafés par jour. Moi, je trouve personnellement, pour tout ce qui est rein, foie, c'est difficile à gérer.
que le corps n'arrive pas à éliminer tout ça. Mais les personnes qui ont en prédominance terre et eau, on appelle ça le dosha kapha, effectivement, ils peuvent se permettre un peu de café dans la semaine. Et donc, pour ces personnes qui aiment consommer le café, parce qu'en général, quand on le consomme, c'est qu'on l'aime, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour remplacer Ça dépend pourquoi on consomme de café. Si c'est pour le goût, évidemment, il n'y a rien qui peut remplacer le café. Et le café décaféiné Non, c'est très mauvais, le café décaféiné, parce qu'ils utilisent des produits chimiques pour enlever la caféine. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux boire du café. Là, à savoir. Café décaféiné, non. Non, pas du tout. Entendu. Et pour, du coup, équilibrer donc, du coup, sa constitution, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour améliorer son hygiène de vie? En général. En général, oui. D'accord. Eh bien, ça dépend de la constitution. D'accord. On va plutôt parler du déséquilibre qu'il y a souvent en ce moment dans notre société, c'est le déséquilibre vata, parce que comme on est dans un monde où tout s'accélère, donc ce dosha dont on parlait, qui est le dosha du mouvement de l'air, ce qui est donc vata, est à peu près déséquilibré chez beaucoup, beaucoup de personnes. En sachant que, comme c'est le mouvement, parce qu'on a une vie qui est beaucoup plus rapide qu'avant, on pense plus vite, sur Internet c'est beaucoup plus rapide, on prend l'avion, on prend la voiture. Ce qu'il faut en premier, c'est de la régularité. Ça, c'est la première chose, mais de toute façon pour tout le monde, hein, pour Vata, Pitta ou Kapha, il faut de la régularité pour juste calmer le jeu. Parce qu'on est dans un cercle vicieux où tout va plus vite, de plus en plus vite, on est tout le temps sollicité à faire de plus en plus de choses, ce qui est très bien, mais faisons les choses comme il faut que ça soit fait, mais avec une régularité, c'est-à-dire se coucher le soir à une heure plus ou moins précise, pas fixe, que c'est difficile quand même, mais se donner une demi-heure de marge en fait. Souvent maintenant on a des applications sur le téléphone, moi j'ai ça sur mon téléphone, un quart d'heure avant il y a une petite sonnerie, c'est l'heure d'aller se coucher, que je sais à quelle heure je me réveille. Le matin pareil, se réveiller à peu près à la même heure, manger à peu près à la même heure, ne pas sauter de repas, ça dépend des ceux qui ont prédominance terre et eau peuvent se permettre de sauter le petit-déj. Je sais que c'est inouï, parce qu'on dit tout le temps, il faut jamais, jamais sauter le petit-déj, mais ça dépend. En Ayurveda, non, il y a ceux qui sont de prédominance kapha, ils peuvent sauter le petit-déj. Ils n'ont pas besoin de manger 3-4 repas par jour. Ils peuvent en manger 2. Ça leur suffit. D'ailleurs, c'est des personnes qui n'ont pas très faim le matin. Souvent. Mais ils se sentent coupables, ils se culpabilisent. Parce qu'on leur a tellement dit, il faut manger le matin, que là, ils n'ont pas faim et ils se forcent. Alors bon, ça va, ils sont pas obligés de manger. Donc faire les choses vraiment régulièrement, prendre son temps, des choses importantes de la vie. C'est-à-dire prendre son temps pour dormir, prendre son temps pour manger, prendre son temps pour les choses primordiales, prendre son temps pour respirer. Pareil, on oublie de respirer, enfin, de temps en temps, pareil, le mettre sur son téléphone, un petit alarme. Ah allez, je prends 3 respirations conscientes. Ou j'inspire 16 secondes, je retiens 4, je dis, ça ou autre chose, hein. Rétention à vide 4 secondes, j'expire 16, enfin voilà, etc. Prendre conscience qu'on est en train de respirer et se concentrer que sur la respiration. Voilà, 3 respirations conscientes plusieurs fois par jour. Déjà ça nous relie à notre soi profond. On est tout le temps vers l'extérieur, c'est ça qui se passe aussi. Tout le temps vers l'extérieur. Dans l'action. Dans l'action, et ça, tout ça, c'est dans la pensée. Voilà, exactement. Donc revenir à l'intérieur de soi. Moi, ce que je conseille en ce moment souvent les personnes que je vois, même s'ils sont super speed, tout ça, vraiment, je leur conseille le matin au réveil de prendre 10 minutes, ils mettent 10 minutes d'alarme sur leur téléphone, 10 minutes pour méditer. Méditer, ça veut dire quoi? Juste prendre 10 minutes pour être à l'intérieur d'eux-mêmes et de respirer et de calmer les pensées. C'est pas évident, hein. 10 minutes, ça peut être très très long. Oui, on peut utiliser des méditations guidées dans ces cas-là. C'est pas la même chose. Oui. C'est bien les méditations guidées, mais là, ce que je demande vraiment, c'est pas une méditation guidée, c'est être seul avec soi-même et avec sa source, avec sa lumière intérieure. Stimulé par l'environnement extérieur. Oui, en fait. voilà. Et puis savoir que personne ne va nous déranger pendant 10 minutes.
Mais c'est vrai que là, on dit 10 minutes, ça, on dirait que c'est pas très long, mais c'est vrai que quand on veut vraiment prendre 10 Quand minutes, on s'y met, ça devient compliqué. ça devient compliqué et les minutes deviennent super longues d'un D'où coup. l'importance d'instaurer cette rigueur et Oui, d'imposer ces 10 minutes dans sa vie, exactement. dans la journée. C'est pas grand-chose, mais ça peut changer beaucoup de choses, ces 10 minutes le D'accord. matin. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Shadi Laure est en direct. Elle est praticienne en Ayurveda et elle répond à toutes vos questions tout de suite. On a une autre question. Quel conseil contre les infections ORL? Est-ce que vous en auriez? Des problèmes au niveau de la Oui, respiration, des problèmes au oui. niveau pour les gens qui ont des bronchites Alors ou qui ont des... souvent, pas souvent, mais la plupart des cas, c'est une question d'alimentation. Les personnes qui sont intolérantes souvent aux produits laitiers, des choses comme ça, ont tendance à faire plus d'infections ORL. Souvent. Pas toujours, hein, bien sûr, il peut y avoir d'autres causes. Ça, pareil, il faut faire une consultation. Mais déjà, Donc, encore une fois, ce sera l'hygiène de vie, faire attention à son ouais. alimentation. Et Excuse-moi, en sachant que quand on change une alimentation où on commence à arrêter un aliment, il faut au moins 1 mois à 3 mois pour que le corps, qu'on puisse voir les résultats dans le corps. réagissent. Souvent, les personnes arrêtent quelque chose ou font quelque chose, au bout d'une semaine, ça marche pas, ils arrêtent. Et il faut y aller doucement aussi pour les régimes de sucre, de lait aussi. Faut Non, peut-être pas réduire tout non, d'un coup, si? non. On peut y aller? Dans le, non, des choses, enfin, non, c'est des choses qu'on peut arrêter tout de suite. Tout ce qui est produits laitiers. Quand ce ne sont pas des addictions, par exemple le sucre, Oui, ce qui peut être oui, c'est difficile à sûr, arrêter. ça. Oui, vaut mieux manger du sucre qu'autre chose, c'est sûr. Ou alors y aller progressivement dans Ouais, la mais réduction. par contre, produits laitiers, ça peut être une addiction, c'est vrai, tu as raison, parce qu'il y a des hormones dans le produit laitier qui donnent un signal au cerveau qui nous rappelle le lait maternel. Et souvent, c'est pour ça on aime tout ce qui est produits laitiers, fromage, parce que c'est quelque part, il se passe quelque chose hormonal dans le cerveau, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est tout à fait possible d'arrêter les produits laitiers. Donc pour tout ce qui est infection ORL, il faut essayer ça et puis ça peut être autre chose. Mais c'est vrai que ça peut aider ça déjà. Donc la personne demande s'il faut arrêter le sucre et le lait de vache. Alors il faut pas arrêter. Enfin, je te Oui, laisse répondre. Il faut juste faire attention à son alimentation parce que tu as remarqué que en général exactement. C'est pour ça que l'alimentation avait un je peux lien. pas vraiment dire à 100% que c'est ça. Il faut déjà voir la personne, comment la personne se nourrit. C'est que moi, quand les personnes viennent me voir, je leur demande qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner, qu'est-ce que vous mangez à midi, parce que parfois les gens me disent quelque chose, après pendant le questionnaire, ils me disent autre chose. C'est un peu difficile. Donc c'est vrai que je demande, par exemple, qu'est-ce que vous avez mangé hier à midi, vous voyez? Donc comme Mhm. ça, et donc c'est vrai que c'est pas évident de donner Une une réponse réponse stricte. stricte pour quelque chose. Oui, d'où l'importance de la consultation qui est Et oui, longue pour oui. bien Mais bon, connaître la personne. en règle générale, c'est sûr que tout ce qui est produit de l'industrie animalière, c'est à faire attention à notre époque. Alors justement, on a quelqu'un qui dit qu'elle se forme en Ayurveda et Oui. qui aimerait savoir quelle est la position de la médecine ayurvédique au sujet du lait de vache, du lait de chèvre d'ailleurs, enfin du lait en Ouais, général. c'est vrai que c'est assez délicat en ce En moment ce parce moment, que oui. moi personnellement je suis végane donc voilà. Mais c'est vrai que dans les textes en Ayurveda, mais on parle des textes d'il y a 5000 ans. Donc c'est sûr, il y a 5000 ans, les gens avaient leur vache à la maison, qu'ils chouchoutaient, ils prenaient le lait de leur vache à eux. Ça, on parle pas de ça. Là, on parle vraiment de l'industrie animalière. Ça n'a plus rien à voir. Donc moi, ce que je pratique, c'est l'Ayurveda pour notre époque. Et donc, à notre époque, il faut faire attention. Il faut faire Et attention. puis écouter son corps, parce qu'il y a des personnes qui vont ressentir des problèmes au niveau des douleurs au niveau du ventre après avoir Bien sûr, pris des déjà, produits là, laitiers, d'autres oui, non. Donc complètement, complètement. écouter aussi son corps. Écouter son corps en premier, oui, c'est sûr. D'accord. Alors, on va parler des problématiques que tu as rencontrées Ouais, dans tes ouais, consultations. Est-ce que tu peux rencontrer des personnes qui ont de l'acné, oui, donc est-ce que ça touche une large, une large, oui. Acné, d'accord. oui, c'est. Pour quelqu'un, par exemple, qui vient pour une dépression, parce qu'on n'a pas ce réflexe de venir voir Oui, quelqu'un en Ayurveda pour une dépression, on va peut-être voir le médecin, et c'est vrai que parfois on veut toucher à tout, essayer d'autres choses.
qu'est-ce que tu pourrais apporter en Ayurveda pour ce genre de problématique? Donc déjà, on va commencer par l'acné parce que c'est très intéressant. Parce que là, en ce moment, j'ai pas mal de personnes qui viennent pour ça. Et oui, ça fonctionne bien parce que souvent, de nouveau, l'acné, c'est une question d'alimentation. Et effectivement, il y a des formules de plantes ayurvédiques qui aident beaucoup pour l'acné au lieu de prendre des choses chimiques qui on a l'impression qu'ils fonctionnent, mais dès qu'on les arrête, bah, et ça revient et que on pour avoir des hormones, souvent on donne des hormones ou la pilule ou des choses comme ça. Fait qu'il y a des formules de plantes qui sont très très efficaces, plus l'hygiène de vie adaptée. D'ailleurs, justement, par rapport à la médecine ayurvédique, l'acné, c'est reconnu comment? Est-ce que c'est des personnes qui ont une tendance acnéique parce que génétiquement, elles ont de l'acné dans la famille? Ou est-ce que c'est encore une fois l'hygiène de vie ou le stress non, et du coup, ça peut se traiter? On n'est pas, enfin, on travaille, on ne croit pas aux choses Fatales, entre guillemets, fatales qui sont ou là. héréditaires. D'accord. Ça peut arriver, mais c'est pas c'est à chaque fois ça. un résultat de l'environnement, une réaction. Exactement. Chaque personne est différente et chaque personne naît dans une famille différente, a une éducation, a une alimentation et tout ça fait que une personne dont la mère n'a fait d'acné, cette personne va faire de l'acné ou le contraire, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a des constitutions qui ont plus tendance à avoir de l'acné. D'accord. Alors, les types Pitta qui ont beaucoup de feu, bah, ils vont avoir des problèmes, des inflammations plus rapidement que quelqu'un qui est kappa, qui a plus de terre. Et si du coup on les incite à faire du yoga ou des activités plus douces, est-ce que du coup ça pourrait ça pourrait aider, bien sûr, ça pourrait aider. Ça pourrait aider. Souvent aussi les personnes qui ont beaucoup de feu, ils mangent aussi des aliments qui font monter le feu. Donc du coup ils ont des problèmes d'acné. Quel genre d'aliment par exemple peut faire monter le feu? Bah, déjà tous les aliments qui sont rouges. C'est un truc bête, hein. La tomate, les poivrons rouges, les cerises aussi. Comment? Les cerises aussi. Les cerises, non, les cerises, c'est pas rouge. Non, tout ce qui est fruits, c'est quand même plus soft. Là, on va parler plutôt des légumes. Mais bon, c'est sûr que par exemple, la papaye, c'est très chauffant. Là, bon, malheureusement, on n'est pas dans un pays où il y a des fruits exotiques, où les mangues, c'est des fruits assez chauffants, donc tous les fruits, tous les aliments qui sont chauffants et qui sont acides. Qui créent de la chaleur concrètement, c'est ça? Ouais. Ou qui créent de l'acidité dans le corps. Alors les tomates, ça crée de l'acidité. Pour ça aussi, c'est pas mal si on a le temps. Mais bon, du coup, le café aussi. Oui, justement. D'accord. Ouais. Et les tomates, si on enlève la peau, par exemple, bah, on enlève un peu l'acidité. Mais ça reste quand même un aliment qui augmente l'acidité. D'accord. Des aubergines, les noix de cajou, par exemple, c'est chauffant. Et souvent, les gens qui sont pitta, ils aiment bien tout ce qui est, tout ce qui est pas bon pour eux, quoi. Ils aiment bien les produits piquants, hein, tout ce qui est piquant, évidemment. D'accord. C'est bon, là, c'est un peu, quand même, et donc, du coup, ce seraient des produits à présenter aux personnes qui justement sont plus terre et eau, c'est ça? Oui, voilà. L'inverse. Voilà, le contraire. Plus calme, plus terre à terre. Ou alors des aliments qui augmentent l'air. Voilà. On va conseiller des choses qui vont équilibrer, des aliments qui vont équilibrer l'élément qui est en excès. D'accord. Donc justement, inversement, quel aliment on peut proposer à ces personnes qui demandent à avoir moins de, par exemple, on va pas dire énergie, mais oui, par exemple, on va commencer avec pour équilibrer. Légumes, parce que bon, comme les légumes c'est super et qu'il n'y a pas de problème après. Par exemple, les courgettes. Les courgettes, c'est rafraîchissant, donc ou les concombres. Bon, souvent ils n'aiment pas les concombres justement les personnes qui. Mais concombres, courgettes, c'est des légumes rafraîchissants, des légumes rafraîchissants. On va aller pour équilibrer quelqu'un qui a trop de feu, on va lui proposer des légumes ou des fruits qui rafraîchissent le corps, qui sont rafraîchissants. D'accord. Voilà. Ok. Et je ne sais pas si c'est en lien, mais le concombre est constitué d'eau. Oui, aussi. Donc, est-ce que c'est justement pour équilibrer ou ça n'a pas de ça, rapport? En lien, tu as raison, parce que puisque c'est rafraîchissant, du coup, l'eau, c'est l'élément, c'est terre et eau, kappa, évidemment. Opposé. Et kappa, l'attribut de kappa, c'est le froid. C'est le frais. Vata, qui est air et terre, c'est le froid. C'est-à-dire tout ce qui va être froid, sec, irrégulier, on parle d'aliments, hein, va faire augmenter le dosha vata. C'est-à-dire,
j'ai trop de vata, j'ai trop d'air à l'intérieur de moi parce que je suis née avec beaucoup d'air et en plus ma vie fait que l'air augmente de plus en plus. Donc si je mange des choses qui vont faire augmenter l'air à l'intérieur de mon corps, donc si je mange des choses sèches, donc comme là je prends l'extrême, hein, des chips par exemple, c'est bon, mais c'est pas super, les chips ou des crudités, des choses qui sont froides, parce que l'énergie qui est derrière les crudités, c'est une énergie froide. Bah, tout ça, ça va faire que je vais augmenter Vata. Donc pour ça, je vais plutôt manger des choses plutôt douces. Est-ce que les soupes et les tisanes, du coup, c'est les bon? choses veloutées, D'accord. des choses yummy, tout ça, ça va faire. C'est pour ça que les massages ayurvédiques, comme c'est à base d'huile, de sésame, avec l'huile que moi j'utilise, c'est une décoction avec d'autres plantes qui font baisser Vata, qui font baisser l'air. Donc c'est plutôt un massage englobant qui va enlever cet attribut de sécheresse et de froid. L'huile que nous utilisons, c'est de l'huile chaude aussi, hein. On masse pas avec de l'huile froide. On masse avec de l'huile chaude. Donc tout ça, ça fait que l'énergie de Vata va un peu s'équilibrer. D'accord, entendu. On a quelqu'un qui demande pour la ménopause, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Ayurveda? Pour quelqu'un qui traverse la ménopause. Oui, l'Ayurveda aide beaucoup pour la ménopause, vraiment énormément. Et vraiment, je sollicite des personnes qui commencent à sentir qu'il y a un dérèglement hormonal, donc même en pré-ménopause, d'aller voir moi ou une autre consultante en Ayurveda, car pareil, il y a des plantes ayurvédiques qui sont à peu près les mêmes plantes que pour la fertilité, plus ou moins, qui aident beaucoup pour la ménopause, qui vont aider à ce que si la personne est en pré-ménopause, qu'il passe la ménopause avant l'âge, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'avec le stress, le mouvement, enfin tout ce qui suit, on est beaucoup trop tôt en ménopause, qu'on devrait l'être. Parce qu'on a justement interviewé une naturopathe, donc Frédéric Servoni, qui nous a parlé de la ménopause et qui nous a dit que l'alimentation jouait énormément dessus et que l'environnement nous imposait cette ménopause à un certain âge et que du coup inconsciemment on se disait que ça y est, c'était le moment et on se créait entre guillemets. C'est pour savoir aussi qu'avec tous les aliments que nous avons, qui sont tous les produits chimiques qui transformés, pareil, il y a des choses qui se passent du point de vue hormonal qui n'a pas lieu d'être. Donc c'est pour ça que l'alimentation est très importante. Mais évidemment, souvent les personnes ils sont un peu déréglées, ils viennent me voir, ils ont l'impression d'être en ménopause, alors que pas du tout. C'est juste un dérèglement. Et justement, comme ils pensent qu'ils sont en ménopause, évidemment, on crée notre réalité. Du coup, évidemment, ils vont être en ménopause, mais c'est pas du tout naturel c'est pas du tout naturel, ça peut arriver, hein. Mais à 48, 50 ans, on devrait pas être en ménopause. Mais ça dépend des constitutions. Il y a les constitutions en Vata, ils sont en ménopause plus tôt que les autres constitutions. C'est vrai, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Mais donc l'alimentation, mais effectivement les formules de plantes ayurvédiques qui aident vraiment à équilibrer tout ce qui est. Donc c'est un déséquilibre hormonal, la ménopause, comme on peut en retrouver aussi pour les personnes qui sont sujettes à l'acné. Et est-ce que vous avez travaillé de la même façon pour Non, l'acné pour nous c'est pas un déséquilibre hormonal. D'accord, c'est intéressant. Oui, l'acné c'est plutôt une hygiène de vie pas adaptée. D'accord. En principe, ça peut être un déséquilibre hormonal. Parce qu'on a souvent de l'acné chez les préadolescents, les personnes en puberté. Donc c'est pour ça qu'en général on fait le lien, mais dans la médecine ayurvédique, non. Ce qui se passe pour les préadolescents ou adolescents, ils ont de l'acné parce que les hormones sont en train de se mettre en route. C'est pas parce qu'ils sont en déséquilibre, c'est juste que les hormones sont en train d'arriver, donc il y a une réaction chimique dans le corps. Mais là, il n'y a pas de déséquilibre. Il y a un équilibre qui se met en place justement. Après, souvent, les adolescents, il faut voir aussi ce qu'ils mangent. Là, dernièrement, j'ai eu une adolescente super qui est venue, qui avait des problèmes. Et effectivement, quand on parle avec la personne, on voit aussi que, c'est vrai que c'est un âge où il faut faire quand même attention à son alimentation, à l'adolescence. Parce que comme tu dis, effectivement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On est un peu perturbé par rapport à toutes ces hormones qui sont là. On ne sait pas que faire. D'accord. Ouais. Bon, alors on va bientôt finir le live. Donc avant ça, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Shadi, qui est praticienne en Ayurveda, vous répond tout de suite. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration de
soit d'une consultation type ou d'un massage qu'on pourrait se faire ou quelque chose. Je pensais vous dire quelque chose par rapport au massage, c'est que bon, c'est sûr que l'idéal c'est d'aller, enfin l'idéal non, c'est bien d'aller se voir un praticien pour se faire masser, mais souvent on n'a ni le temps ni le budget, donc c'est effectivement ce que les personnes peuvent déjà faire à la maison, mais pareil, il faut prendre le temps de le faire, c'est se faire un automassage. Alors un automassage, ça consiste en quoi? Déjà, il faut avoir à la maison de l'huile de sésame bio. D'accord? On fait cet automassage avant la douche, pas après la douche. Donc, il y a quelques mouvements que je pourrais vous montrer parce qu'on a du temps et que c'est vrai qu'en consultation, je n'ai pas souvent le temps de le faire. De toute façon, je voulais faire une vidéo là-dessus, donc maintenant, la vidéo est faite. Ça tombe bien. donc, je vais me lever pour l'automassage. Donc, imaginons que je suis dans ma petite salle de bain et je vais faire mon automassage. J'ai mon huile de sésame. C'est pas grave s'il n'est pas chauffé parce que bon, ça dure pas 1 heure comme un massage qu'on va avoir un Abhyanga. Donc, on a notre huile. Le but, c'est de masser les endroits essentiels. Donc, on va commencer, et c'est les mouvements qui sont importants. Le mouvement que vous pouvez commencer avec lequel vous pouvez commencer, c'est un mouvement qui va gérer prana. Donc, c'est un mouvement qui va, vous allez masser du cou jusqu'à poitrine. Donc, comme ça, je masse, je descends, c'est OK. Après, vous allez vous masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Combien de temps? Il n'y a pas de temps, je peux pas dire. Le massage en tout devrait durer 5 à 10 minutes. Mais après, si la personne sent qu'il a plus besoin de se masser le ventre, il va plus rester sur le ventre. Mais vous massez avec pas mal d'huile, hein, vraiment vous en profitez pour vous chouchouter. Et après, vous allez masser les hanches, c'est très important, c'est pour équilibrer la table, vers le bas, ce mouvement-là qui descend, d'accord? Donc on a dit là, le ventre, les hanches, le visage, très important, les oreilles. N'hésitez pas à mettre un peu d'huile dans les oreilles. Ok, le visage, la tête. Et vous finissez par les membres. D'accord? Puis le dos, ce que vous pouvez. Vous savez, c'est sûr, c'est pas évident, mais vous faites ce que vous pouvez. Vous massez le dos. Les cheveux, vous en profitez pour en mettre sur vos cheveux. Voilà. Là, le massage, votre automassage est terminé. Là, j'étais rapide, hein, faut prendre plus de temps. Puis vous restez quelques minutes dans la salle de bain, vous rangez un peu, pour que l'huile ait le temps quand même de rentrer dans la peau. Et après, ce n'est pas fini. Il faut avoir du temps pour faire ça quand même, donc faites ça plutôt le soir à la maison. Si vous avez une baignoire, pendant que vous êtes en train de vous faire votre automassage, vous faites couler votre bain, un bain bien chaud qui est la buée dans la salle de bain, vous voyez, quelque chose. Bon, après, l'eau, elle ne doit pas être trop chaude, vous ne brûlez pas. Et là, vous allez dans votre bain. Et vous restez. Ce qu'il faudrait, c'est que les pores de votre peau s'ouvrent et que l'huile puisse rentrer à l'intérieur. Ok? Si vous n'avez pas de baignoire et si vous n'avez pas le temps, là vous faites une douche bien chaude. Surtout que ça doit être plus chaud que d'habitude, sans vous brûler. Et après, vous sortez. Si vous pouvez, si vous allez vous coucher tout de suite après, ce qui serait bien, c'est de ne pas mettre de savon juste après ce massage. Vous avez comme un filet d'huile sur votre peau. C'est ok, si vous pouvez dormir avec ça. Si ça vous dérange, l'huile, ça a quel bénéfice de garder l'huile sur la peau? Ça fait que justement, ça a le temps encore, le fait d'avoir pris un bain plus chaud, et ça va encore plus rentrer, parce qu'on a 7 couches, notre peau a 7 couches de profondeur. Donc, il faut quand même du temps. C'est pour ça que quand on fait un massage chez un praticien, le fait qu'on masse pendant 1 heure, ça a quand même le temps de s'imprégner. Et quand les personnes viennent me voir en massage, s'il fait froid, ils prennent une douche après. Mais s'il fait chaud, je leur demande si c'est possible pour eux de garder l'huile et de rentrer et justement de faire un bain plus chaud que d'habitude ou une douche plus chaude que d'habitude après en rentrant. Comme ça, l'huile a le temps de s'imprégner. Et c'est pour ça que je préfère, si possible, de ne pas mettre de savon juste quand on vient d'avoir l'huile sur la peau. Mais c'est pas possible, c'est pas grave, vous lavez si c'est gênant. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir, ils préfèrent se doucher. Entendu. Et quel bénéfice on a avec ce massage? C'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Parce que comme je vous avais dit, à peu près tout le monde, on a ce déséquilibre, le vata qui est augmenté, c'est-à-dire qu'on a trop de mouvements. Donc c'est bon pour tout le monde.
dès que vous sentez qu'il y a un peu de tension, un peu de stress dans votre vie, les pensées, vous n'arrivez pas à trop gérer, faites ce massage. Rien que ça, vous allez voir, ça change beaucoup. Entendu. Bah, merci beaucoup merci, pour ta participation, pardon, Shadi Laure. Donc, Shadi Laure est praticienne en Ayurveda. Elle a répondu à toutes vos questions en direct. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire aux vidéos. Vous pouvez regarder la vidéo. Elle est désormais enregistrée sur la page Médoucine que vous pouvez liker. Partagez la vidéo. On vous tient au courant pour le prochain live. Et merci pour toutes vos questions et votre participation. Merci. Au revoir. Au revoir.